Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un rapace fascinant, l'aigle botté Hiraetus pennatus. Bonjour, oui, un aigle particulier. Particulier parce que c'est le plus petit de nos aigles européens, c'est ça? Mhm. À peine la taille d'une buse variable. Exactement. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est cette histoire de deux formes de plumage. Une pâle, une sombre. Et ça, j'imagine, ça complique un peu les choses pour l'identifier sur le terrain. Ah oui, clairement. Ça peut être un vrai casse-tête parfois. Mais c'est aussi ce qui le rend passionnant à étudier. Alors justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. On va explorer ce migrateur qu'on trouve en France. Oui, et pour ça, on a pas mal de matière. On s'est basé sur des fiches de la LPO, de l'INPN, des infos de sites comme oiseau.net, Natura 2000. Des bases de données régionales aussi, j'ai vu. L'idée, c'est vraiment de synthétiser ce qu'on sait. C'est ça. Comment le reconnaître, où et quand l'observer? Son mode de vie, habitat, nourriture, reproduction. Et bien sûr, on abordera son statut de conservation, comment il va en fait, est-ce qu'il est menacé? Voilà. On va essayer de donner une image claire de cet aigle qui est, somme toute, assez discret mais vraiment remarquable. Bon, ben on est parti alors. Allons-y. Commençons par la base, l'identification. La taille, on l'a dit, c'est comme une buse. Environ 45-55 cm de long, c'est ça? Oui, dans ces eaux-là. Mais la silhouette en vol, elle, c'est bien celle d'un aigle. Qu'est-ce qui fait cette silhouette d'aigle plus précisément? Alors d'abord, la tête est plus marquée, elle ressort bien. Et puis il y a un critère clé, si on arrive à le voir de près. Les fameux doigts au bout des ailes? Exactement. Il a 6 rémiges primaires, bien digitées, bien séparées. La buse, elle, n'en a que 5. C'est un bon indice. D'accord. Et son nom, beauté, ça vient d'où? Ça vient de ses pattes. Elles sont emplumées jusqu'au cerf, comme s'il portait des bottes, quoi. C'est assez caractéristique des aigles. Et la queue? La queue est assez longue, et surtout elle est coupée droit au bout, bien carrée, pas fourchue comme un milan par exemple. Ok. Et en vol, est-ce qu'il a une allure particulière, différente de la buse? Oui, souvent son vol est plus direct, plus rapide. Il alterne les battements d'ailes rapides et des planés assez longs. Moins flottant que la buse peut-être. C'est un peu ça. En vol plané circulaire, il tient ses ailes un peu en avant, légèrement arquées. Et quand il glisse en ligne droite, elles sont plutôt tenues un peu sous l'horizontale. Ça donne une impression plus dynamique. Bien noté. Alors, venons-en à ce fameux polymorphisme. Les deux formes, pâle et sombre. C'est quoi la différence principale? Alors, la forme pâle, c'est la plus courante chez nous en France. Vue de dessous, elle est très contrastée. C'est-à-dire? Le corps est blanc ou blanchâtre et surtout, les plumes sous les ailes, les couvertures, sont très blanches aussi. Ça tranche énormément avec le noir des grandes plumes de vol, les rémiges. Un peu comme un négatif photo, tu disais. Oui, c'est une bonne image. Et de face, on peut parfois voir une petite tache blanche sur l'épaule, à l'avant de l'aile. C'est aussi un bon signe pour la forme pâle. Et un trait noir épais sur le bord arrière de l'aile. Très clair. Et la forme sombre, du coup? Elle est beaucoup plus uniforme. Le dessous du corps et les couvertures sous-alaires sont brun foncé, parfois un peu plus clairs devant. Donc beaucoup moins de contraste avec les rémiges noires. Voilà, le contraste est bien plus faible. La tête est souvent un peu plus claire, brun roux et striée, et les bottes sont brunes aussi, bien visibles. Ça donne une silhouette générale plus massive, plus sombre. D'accord. Pâle contrasté blanc-noir dessous, sombre égale brun uniforme dessous. Est-ce qu'il y a des points communs pour s'y retrouver, quelle que soit la forme? Oui, heureusement. Déjà, le dessus du corps est toujours brun pour les deux formes. Et un détail subtil mais utile, si on regarde bien par en dessous, il y a souvent une zone un peu plus claire sur les 3 rémiges primaires les plus internes. Une sorte de fenêtre pâle au milieu de l'aile noire. C'est exactement ça, une fenêtre pâle estriée. C'est pas toujours évident à voir, mais ça peut aider. Ah, et j'oubliais, il existe aussi des formes intermédiaires, un peu rousses, histoire de simplifier. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. J'imagine que du coup, on peut facilement le confondre avec d'autres rapaces. La confusion numéro un, c'est bien sûr avec la buse variable. Même taille, couleur parfois similaire. Alors, les critères pour trancher? Les 6 doigts contre 5, si on les voit, la queue carrée de l'aigle, le vol plus rapide, et pour la forme pâle, ce fameux bord de fuite noir épais et bien net sous l'aile, c'est différent de la buse adulte qui a un bord de fuite plus fin et moins marqué. Et pour la forme sombre, est-ce qu'on pourrait la prendre pour un Milan noir?
Oui, la silhouette de loin peut y faire penser, mais là, le critère imparable, c'est la queue. Fourchou chez le Milan, carré chez l'Aigle Beauté. Exactement. Et puis le contexte aide. L'aigle botté est là au printemps et en été, plutôt près des forêts. Le milan noir, on le voit souvent près de l'eau, et sa queue fourchue est vraiment caractéristique. Et avec un busard des roseaux, forme sombre aussi. La silhouette et le vol sont quand même très différents. Le busard a des ailes plus longues, tenues en V, un vol plus lent, plus bas au-dessus des marais ou des champs. L'aigle botté a un vol plus puissant, plus aigle. D'accord. Et est-ce qu'on l'entend facilement? Est-ce qu'il crie souvent? Il est plutôt silencieux en dehors de la période de nidification. Près du nid, oui, on peut l'entendre. Et ça ressemble à quoi, son cri? C'est un cri assez aigu, souvent répété, quelque chose comme Quiki, quiki. Pendant les parades nuptiales, le mâle fait des pipipi assez insistants. Et quand ils sont anxieux, c'est plus rapide. Pipi. Mais bon, globalement, c'est pas par le cri qu'on le repère le plus souvent. Très bien, je crois qu'on a les bases pour l'identification, c'est déjà pas mal. Maintenant, où est-ce qu'on peut le voir, cet aigle? Les camps, c'est un migrateur, tu disais? Oui, un grand migrateur. La plupart des aigles bottés européens passent l'hiver en Afrique, au sud du Sahara, dans les savanes arborées, les steppes boisées. Il traverse le désert alors? Oui. Ils reviennent en Europe au printemps pour nicher. Chez nous, en France, les premières arrivées se font fin mars, début avril. Ils repartent quand? La migration d'automne commence en septembre et s'étale jusqu'en octobre. Et en France, où est-ce qu'il s'installe pour nicher? On le trouve un peu partout. Non, pas du tout. Sa répartition est assez particulière. Il suit une espèce de diagonale, du sud-ouest vers le nord-est. C'est-à-dire? On le trouve surtout dans le piémont des Pyrénées, puis il remonte par le Massif central, Limousin, Auvergne, où il y a de belles densités locales, comme dans les gorges de la Tuyère, par exemple, et ensuite vers le centre et la Bourgogne. Donc si je comprends bien, on ne le trouve pas dans tout le Grand Ouest. Bretagne, Normandie. Non. Absent de tout le quart nord-ouest. Absent aussi des Alpes, d'Alsace et de Corse. Et il a même disparu certaines régions. Oui, il nichait en Champagne-Ardenne jusque dans les années 80, mais il a disparu depuis. Ça montre une certaine fragilité. On a une idée du nombre de couples en France? De 380 à 650 couples. Mais c'est une espèce discrète, difficile à recenser, c'est possiblement sous-estimé. Ce qu'on observe, c'est que les populations du sud-ouest semblent aller mieux, peut-être même en légère expansion, alors que celles du nord-est sont plus fragiles. D'accord. Et pour leur voyage, ils suivent des autoroutes aériennes précises? Oui, assez classiquement pour les migrateurs transsahariens. Ceux de l'ouest de l'Europe, comme les nôtres, passent massivement par le détroit de Gibraltar. C'est là qu'on peut bien les observer. Oui, surtout sur les sites de suivi de la migration post-nuptiale, comme le fameux col d'Organ Bidexka dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un point de passage majeur en automne. Et ceux de l'Est de l'Europe? Eux, ils passent plutôt par le détroit du Bosphore en Turquie. Et un phénomène intéressant à noter. Oui. Depuis les années 80, on observe de plus en plus d'oiseaux qui vernent dans le sud de l'Espagne, voire qui deviennent carrément sédentaires là-bas. Ah oui, un changement de comportement lié au climat peut-être? C'est une des hypothèses, oui. Moins besoin d'aller jusqu'en Afrique si les hivers sont plus doux et la nourriture suffisante en Espagne. Intéressant. Alors, une fois qu'il est arrivé chez nous, au printemps, quel type d'endroit il choisit pour s'installer? Il cherche les grandes forêts profondes? Eh bien non, justement, c'est là qu'il est un peu particulier. C'est un rapace forestier, oui, mais il n'aime pas les grandes forêts denses et uniformes. Il préfère quoi alors? Il préfère les paysages en mosaïque. Des forêts, bien sûr, feuillues, pins ou mixtes, mais des forêts ouvertes, entrecoupées d'espaces découverts, des clairières, des friches, des landes, des cultures, des zones de bocage. Il a besoin de cette diversité. D'accord, il chasse dans les milieux ouverts et niche dans les bois, c'est ça? En gros, oui. Il a besoin des arbres pour nicher, mais de zones ouvertes ou semi-ouvertes pour trouver ses proies. Est-ce qu'il a une préférence pour le relief? Montagne, plaine? Il aime bien les zones de moyenne montagne, les pentes. Souvent, il installe son nid assez haut sur un versant dans le tiers supérieur. Plutôt au soleil ou à l'ombre? Curieusement, dans certaines régions, comme les Pyrénées, le Limousin ou l'Auvergne, on note une préférence pour les versants exposés au nord. Étonnant. On pourrait penser qu'il chercherait le soleil. Oui, mais c'est peut-être lié à la fraîcheur ou à la structure de la végétation sur ces versants. En tout cas, on le trouve depuis le niveau de la mer jusqu'à 1600 mètres dans les Pyrénées, voire plus haut dans d'autres parties du monde. Et pour le nid lui-même, il est exigeant sur l'arbre? Assez, oui. Le plus important, c'est la tranquillité. Il est très sensible au dérangement.
Ensuite, il faut un arbre porteur adapté, un grand chêne, un hêtre, un châtaignier, un pin, ça dépend des régions. L'air est souvent placé assez haut, entre 6 et 16 mètres. Et il peut nicher ailleurs que dans les arbres? Exceptionnellement, oui. Surtout en Afrique du Nord, on le trouve parfois nichant en falaise, mais en France, c'est quasi exclusivement dans les arbres. On voit que son habitat est quand même assez spécifique, cette mosaïque forêt-ouverture et ce besoin de calme. Ça doit le rendre vulnérable, on y reviendra. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il mange, cet aigle? Alors là, il est plutôt éclectique. Il n'est pas vraiment spécialisé, il s'adapte beaucoup à ce qu'il trouve localement. Mais il a quand même des proies favorites? En France, oui, on considère qu'il est majoritairement ornithophage, c'est-à-dire qu'il mange surtout des oiseaux. Quelle taille d'oiseaux? Des petits moineaux, Oui, des des moineaux. petits passereaux, mais aussi des oiseaux de taille moyenne, des merles, des grives, des pigeons, des geais, des pies, des étourneaux, même des jeunes corneilles ou des pertriches. Donc, un menu assez varié en termes d'oiseaux. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Ah, quoi d'autre? Selon les régions, les reptiles peuvent être très importants. Dans le sud, par exemple, ils consomment beaucoup de lézards, notamment le lézard vert. D'accord. Oiseaux, reptiles et des mammifères aussi? Oui, des petits mammifères, des campagnols, des mulots, parfois des lapres, des jeunes écureuils. Vraiment, il adapte son régime. On a même vu qu'il pouvait consommer pas mal d'insectes à certaines périodes. Et il n'hésite pas à piller les nids d'autres oiseaux pour prendre les œufs ou les poussins. Opportuniste donc. Et sa technique de chasse, c'est comment? Il chasse en planant haut? Oui, c'est sa technique la plus classique et la plus spectaculaire. Il plane assez haut, parfois très haut, il repère sa proie au sol ou dans les airs. Et là? Il pique. Il pique, un piqué vertigineux, parfois par palier pour ajuster sa trajectoire. C'est extrêmement rapide. La capture se fait soit au sol, soit en vol pour les oiseaux. Et il a d'autres techniques? Oui, il peut aussi chasser à l'affût depuis un perchoir bien dégagé. Et il y a une technique assez incroyable. Raconte. Parfois, pour surprendre un oiseau posé dans un arbre, il va littéralement foncer à travers la cime, dans les feuilles, comme une espèce de torpille volante. C'est assez fou à imaginer. Incroyable. Il doit y avoir des ratés, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Comme pour beaucoup de prédateurs, le taux d'échec est élevé. Il faut souvent de nombreuses tentatives pour réussir une capture. C'est la dure loi de la nature. Passons à la reproduction. Est-ce qu'on sait s'ils sont fidèles, ces aigles? Il semble bien qu'ils soient monogames, oui. Le couple serait uni pour la vie, ou au moins pour plusieurs saisons. Et ils sont aussi très fidèles à leur site de nidification. Ils reviennent au même endroit chaque année? Oui, s'ils ont réussi à élever des jeunes l'année précédente, et si le site n'a pas été perturbé, ils réutilisent souvent la même aire ou une autre très proche pendant des années. Ils font des parades pour renforcer le couple? Oui, au début du printemps, ils réalisent des vols nuptiaux assez spectaculaires, des piquets en tandem, des spirales, des offrandes de proie. C'est un moment important. Et le nid, l'air, comment est-il? C'est une structure assez imposante, faite de branches et de rameaux, qui peut atteindre près d'1 mètre de diamètre. Elle est généralement construite en hauteur, dans un arbre, comme on disait. C'est le couple qui construit? Oui, les deux partenaires participent à la construction ou à la recharge de l'aire existante, souvent entre mi-avril et début mai. Et une particularité, ils garnissent l'intérieur de feuilles vertes fraîches. Ah oui? Pourquoi ça? On pense que c'est peut-être pour l'hygiène ou pour maintenir une certaine humidité. Ils continuent d'ailleurs à apporter du feuillage frais pendant toute la durée de la nidification. Intéressant. Et ensuite, la ponte, combien d'œufs? Généralement 2 œufs, parfois un seul, plus rarement 3. Ils sont blanchâtres, tachés de brun. La ponte a lieu généralement entre mi-avril et mi-mai. Et qui couve? C'est surtout la femelle qui assure l'incubation, qui dure entre 36 et 40 jours. Pendant ce temps, le mâle la ravitaille au nid. Et quand les jeunes naissent, chez beaucoup de grands aigles, il y a le caninisme, ce phénomène où l'aîné tue le plus jeune. C'est le cas ici? Eh bien non. Et c'est un point vraiment notable chez la globauté. Le caninisme est rare, voire exceptionnel. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, les deux jeunes ont de bonnes chances de survivre. Oui, il est très fréquent que les deux aiglons d'une nichée arrivent à l'envol. C'est une différence majeure avec l'aigle royal ou l'aigle de Bonelli, par exemple, où souvent un seul jeune survit. Super. Et ils grandissent vite. Quand est-ce qu'ils quittent le nid? Ils grandissent assez lentement au début. Ils sont couverts de plumes vers 20 jours et ont leur plumage complet vers 40 jours.
Ils quittent le nid, ils s'envolent vers 50 à 60 jours. Et une fois envolés, ils se débrouillent seuls? Pas du tout. C'est là qu'une autre phase importante commence, l'émancipation. Elle est assez longue, elle dure 7 à 8 semaines. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Ils restent à proximité du nid. Les deux parents continuent de les nourrir, mais ils apprennent aussi progressivement à chasser par eux-mêmes, à explorer les environs. C'est une période d'apprentissage cruciale avant le grand départ en migration. Et qui part en premier pour la migration? Il semblerait que la femelle migre souvent avant le mâle et les jeunes. C'est assez fréquent chez les rapaces migrateurs. Tout ça dessine le portrait d'un oiseau finalement assez complexe dans ses mœurs. Arrivons maintenant à son statut. Comment il se porte, l'aigle botté, aujourd'hui? C'est un peu contrasté, comme souvent. À l'échelle mondiale, l'UICN le classe en préoccupation mineure, LC, car son aire de répartition est très vaste. Mais en Europe? En Europe, il est considéré comme rare, SPEC 3, ce qui indique déjà une certaine préoccupation. Et en France, la situation est plus sérieuse. C'est-à-dire? Il est classé vulnérable, VU, sur la dernière liste rouge nationale des oiseaux nicheurs. Vulnérable. Ça veut dire qu'il y a un risque réel d'extinction à moyen terme en France? Disons qu'il fait face à des menaces importantes qui pourraient le conduire à un statut plus critique si rien n'est fait. Heureusement, il est protégé. Oui, il est protégé par la loi, j'imagine. Oui, protection totale en France depuis 1976 et il est inscrit aux annexes des directives et conventions internationales importantes, directives oiseaux, Berne, Bonn, CITES. Mais malgré cette protection, il est menacé. Par quoi principalement? La menace numéro un, c'est sans doute la dégradation et la modification de son habitat. Le fameux paysage en mosaïque dont il a besoin? Exactement. La déforestation, les incendies, la construction de barrages qui noient des vallées, mais aussi l'évolution des pratiques forestières, soit l'enfrichement et la fermeture des milieux, soit au contraire une exploitation trop intensive qui supprime les vieux arbres nécessaires à la nidification. Et le dérangement? Tu disais qu'il était sensible. Oui, c'est l'autre menace majeure. Il est extrêmement sensible au dérangement pendant la période de reproduction, du printemps à la fin de l'été. Quel type de dérangement? Toute activité humaine à proximité du nid nuit. L'exploitation forestière, bien sûr, mais aussi l'ouverture de pistes, les loisirs comme la randonnée, le VTT, l'escalade s'il niche en falaise, et même la chasse, par exemple, l'agrainage des sangliers, qui peut attirer du monde près des nids. Le moindre dérangement répété peut provoquer l'abandon de la nichée. Donc, habitat et tranquillité, c'est vraiment les clés pour lui. Y a-t-il d'autres problèmes? La nourriture? La diminution des proies disponibles peut jouer un rôle localement, même s'il est assez adaptable, comme on l'a vu. Et puis il reste malheureusement la persécution directe. Encore aujourd'hui, des tirs, des empoisonnements? Oui, ça existe encore, même si c'est illégal et difficile à quantifier. Il peut aussi être victime indirecte, par exemple en consommant du gibier atteint par des plombs de chasse et non retrouvés. Face à tout ça, qu'est-ce qui est mis en place pour essayer de le protéger concrètement en France? Il y a plusieurs niveaux d'action. Déjà, dans les zones Natura 2000, où il est présent, comme les gorges de la Truyère qu'on citait, des mesures de gestion spécifiques sont prévues dans les plans. Par exemple? Par exemple, définir des zones de quiétude autour des nids, typiquement un rayon de 200 mètres, où toute activité est interdite, du 1er avril au 15 août. Ou encore, conserver des îlots de vieux arbres, maintenir des paysages ouverts par le pâturage extensif. Et les associations comme la LPO jouent un rôle important? Oui, la LPO est très impliquée. Elle coordonne un réseau national de suivi de l'aigle botté depuis les années 80, grâce à de pionniers passionnés. Un réseau de bénévoles? Oui, des dizaines de bénévoles sur le terrain qui suivent chaque année une centaine de couples. Ils collectent des données précieuses sur la répartition, les effectifs, le succès de la reproduction. Ça permet de mieux comprendre où sont les problèmes et de proposer des actions de conservation ciblées. Il y a même un bulletin de liaison dédié, l'aigle botté. Et ils travaillent avec les gestionnaires forestiers comme l'ONF? Oui, il y a un partenariat national LPO-ONF depuis 2010. L'objectif est d'améliorer la communication entre les observateurs LPO et les agents ONF sur le terrain, de mieux intégrer les besoins de l'aigle joue-la-taille dans la gestion forestière, par exemple en adaptant les coupes ou les travaux. L'idée serait d'arriver à un plan national d'action. C'est en tout cas une des propositions qui pourrait découler de ce travail collaboratif. Avoir une stratégie nationale pour l'espèce, ce serait une bonne chose. On suit aussi ces migrations, j'imagine. Oui, grâce au réseau Migration, qui organise des comptages standardisés sur les grands sites de passage comme OrganBidexka. Ça donne des indications sur les tendances des populations à long terme, même s'il y a de fortes variations d'une année sur l'autre. Les effectifs à OrganBidexka semblent stables, voire en légère hausse ces dernières années. C'est plutôt encourageant. Et la technologie moderne, elle aide aussi? Le suivi par satellite.
Ah oui, énormément. Depuis 2007, il y a des programmes de suivi par balise GPS Argos, menés notamment par le Muséum national d'histoire naturelle et des associations locales. Et qu'est-ce que ça a permis de découvrir? Des choses passionnantes. On peut suivre les déplacements des aigles au mètre près, comment ils utilisent leur territoire pendant la nidification, où vont les jeunes après l'envol, quelles routes migratoires exactes ils empruntent pour aller en Afrique. On sait où ils vont précisément en Afrique. Oui, on a pu identifier leurs zones d'hivernage avec précision. C'est crucial pour comprendre l'ensemble de leur cycle de vie et les menaces potentielles sur les zones d'hivernage ou les routes de migration. C'est incroyable tout ce travail de suivi. Bon, on arrive au terme de cette exploration. Si on devait résumer les points clés sur cet aigle beauté. Je retiendrai d'abord sa petite taille pour un aigle, cette dualité de plumage pâle et sombre qui le rend si particulier, et son rôle d'indicateur. Indicateur d'une forêt en bonne santé, diversifiée, c'est ça? Oui, une forêt mosaïque avec des zones ouvertes et surtout une forêt tranquille. Et puis sa discrétion qui en fait un défi pour les observateurs. On a aussi vu sa grande sensibilité au dérangement, surtout au nid, son régime alimentaire finalement assez adaptable, et son statut de grand migrateur qui le lie à l'Afrique, et ce statut vulnérable en France qui justifie tous les efforts de suivi et de conservation. Tout à fait. Et pour les passionnés de nature qui nous écoutent, essayez d'identifier correctement un aigle beauté. Distinguer les formes, le différencier de la buse, c'est vraiment un super exercice d'observation. Oui, ça pousse à regarder les détails. Et au-delà du défi d'identification, s'intéresser à l'aigle beauté, c'est aussi une façon de prendre le pouls de nos paysages forestiers. Comprendre ses exigences, c'est comprendre l'impact de nos activités. C'est exactement ça. C'est voir l'importance de préserver non seulement des habitats, mais aussi des zones de quiétude, de la diversité biologique. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Oui, on a vu que cet aigle a une certaine plasticité écologique. Il mange des proies variées, il occupe des habitats assez divers sur une large aire. Mais la question c'est, face aux changements globaux rapides, le climat, l'utilisation des terres, est-ce que cette capacité d'adaptation sera suffisante pour assurer son avenir à long terme? C'est une vraie question. Ou encore, une autre interrogation. Pourquoi ces deux formes de plumage coexistent-ils? Est-ce qu'elles ont des avantages différents selon les environnements? Est-ce que le changement climatique pourrait en favoriser une par rapport à l'autre? Exactement, ça laisse matière à réflexion et à continuer d'observer ce fascinant petit aigle beauté. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.